Merci Émilie Lecomte pour ce débat sur la Seine-Maritime. Bonsoir à tous, merci de rester avec nous pour cette grande soirée sur les élections départementales sur France 3 Normandie. Nous allons maintenant nous intéresser au cas du département de l'Orne. L'Orne, c'est près de 276 000 habitants, c'est le moins peuplé des 5 départements normands, avec un quart de la population, un peu plus d'un quart, 27%, qui a plus de 65 ans. Le budget du département est de 396 millions d'euros, quasiment 400 millions d'euros donc, dont 45%, près de la moitié, 180 millions d'euros, est consacré au sanitaire et au social. C'est un budget et un thème que nous aborderons très largement au cours de ce débat. Pour ce débat, justement, 6 invités ce soir que je vais vous présenter à présent. D'abord, Nicolas Boucher, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous vous présentez sur le canton d'Alençon 1 avec l'étiquette de La République En Marche. C'est également l'étiquette de votre binôme Annie Burban. Christophe de Ballor, bonsoir à vous. Vous êtes candidat Les Républicains sur le canton d'Écouves, c'est l'ancien canton de Radon. Vous êtes le président sortant du conseil départemental de l'Orne et vous vous présentez avec votre binôme d'hiver droite, Béatrice Métayer. Vous êtes tous les deux sortants et c'est un cas d'espèce. Il n'y a qu'un autre canton comme le vôtre dans le département, le canton de Bretoncel. Vous êtes les seuls binômes présents, ce qui ne veut pas dire que vous serez élu dès le premier tour d'ailleurs. Il vous faudra réunir un quart, 25% des bulletins des inscrits pour que ce soit le cas. Claire-Emmanuelle Goher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate Rassemblement National AC avec votre binôme, lui aussi RN, Jean-Baptiste Dominguez. Martine Hamel, bonsoir à vous. Vous êtes candidate La France Insoumise sur le canton d'Alençon 2 et votre binôme est François Tolot du Parti communiste français. Frédéric Léveillé, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes candidat sur le canton d'Argentan 1 avec vous êtes candidat socialiste sur le canton d'Argentan 1. Votre binôme est d'hiver gauche Brigitte Gassot et vous êtes sortants tous les deux sur ce canton d'Argentan 1. Enfin, Pierre Ristic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à Europe Écologie Les Verts sur le canton de l'Aigle, un canton qui sera certainement très disputé et auquel nous nous intéresserons évidemment sur France 3 avec votre binôme Isabelle Clouchet, candidate d'hiver gauche. J'ai quelques règles pour ce débat à vous rappeler, à vous ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent, notamment la règle de répartition du temps de parole qui est imposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et qui sera celle de l'équité, ce qui signifie que le temps de parole a été calculé en fonction des résultats obtenus aux dernières élections départementales et municipales et que les rapports de force nationaux sont également pris en compte. Ces élections, ce seront, vous l'avez compris, des binômes qui se présentent dans chaque canton, des binômes à parité avec un homme et une femme. Le renouvellement total de cette assemblée a lieu habituellement tous les 6 ans, sauf dans le cas de cette élection précisément et de ce mandat précis qui durera 7 ans pour éviter une conjonction avec les prochaines départementales et les présidentielles de 2027. Depuis la réforme territoriale de 2015, il y a 21 cantons dans l'Orne. Ce sont donc 42 conseillers départementaux et conseillères départementales qui seront élus au soir des 20 ou 27 juin prochains. Je le rappelle, le budget de l'Orne, 396 millions d'euros, 180 millions consacrés au sanitaire et au social, ce qui nous amène dans notre premier thème de débat ce soir et un thème sur lequel on va largement débattre car beaucoup de candidats souhaitaient intervenir dessus. C'est la crise sanitaire, la santé, comment on gère une pandémie comme celle que nous avons vécue et surtout comment on en sort et comment on peut rebondir. Christophe de Ballor, je vais commencer par vous. C'est vous qui avez dû gérer en tant que président du conseil départemental cette pandémie et cette crise sanitaire. Comment on la gère et comment on en sort ? D'abord, c'était une crise sanitaire complètement inédite et qui a pris un petit peu tout le monde de court, il faut bien dire les choses. Le département, pendant toute cette période, a essayé de jouer son rôle d'amortisseur, de facilitateur. Ça a commencé avec les masques, il faut se remémorer le début de cette crise complètement inédite. Et le département a acheté des quantités de tissus incroyables dans toute la région pour les mettre à disposition des conseillers départementaux qui eux-mêmes les mettaient sur le terrain pour fabriquer des masques au plus près des intéressés. Voilà, donc ça a été notre premier travail. Ensuite, il y a eu la question du dépistage. Rappelez-vous, dans la chronologie des événements, là, j'ai fait en sorte qu'au niveau de l'Orne, le laboratoire départemental, interdépartemental, le LABEO, comme on l'appelle, puisse être labellisé justement pour pouvoir contribuer au dépistage finalement des Ornais et des Ornaises, puisqu'on avait des délais d'instruction et d'analyse qui étaient à l'époque beaucoup trop longs. Une fois que ça a été fait, eh bien, on s'est engagé, bien entendu, dans la vaccination. Le centre départemental de santé, vous savez que le conseil départemental a un centre départemental de santé avec des médecins
Et nous avons donc ouvert ce centre départemental de santé à la vaccination pour étoffer l'offre de vaccination sur le territoire, notamment dans le secteur de Bagnoles-de-l'Orne. Je veux dire également qu'au début de la crise, tout au début de la crise, nous avons mis nos médecins départementaux au service de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons transféré nos médecins au CHICAM, c'est-à-dire le centre hospitalier d'Alençon-Mamers. Ils ont intégré le service Covid du centre hospitalier pour apporter un secours, une aide en quelque sorte, donc, aux médecins traitants, voilà, qui en avaient bien besoin à l'époque. Frédéric Léveillé, par exemple, est-ce que selon vous, la crise a été bien gérée par l'exécutif sortant ou est-ce qu'il y avait mieux à faire, notamment dans la gestion de l'après? Comment on s'organise pour pouvoir sortir et rebondir de cette crise? Alors d'abord, je pense qu'une crise de cette ampleur-là, elle concerne finalement l'ensemble des secteurs, l'ensemble des collectivités et aussi l'État. Et je pense qu'il y a eu une problématique qui a été une problématique complexe dans la période que nous avons vécue, et en particulier sur les investissements qui doivent être portés par l'État sur l'hôpital public. On le sait, on a eu des conséquences directes, puisque c'est quand même un fait à noter, entre la période du mois de mars et la période du mois d'octobre, c'est-à-dire le premier confinement et le second, on a réussi dans l'Orne à diminuer le nombre de lits de réanimation, ce qui est quand même assez fort, alors qu'on en avait évidemment besoin. Donc ça, c'est des sujets qui sont des sujets d'État. Je pense qu'il faut que ce soit bien clair parce que pour la population, hein, les collectivités territoriales ou les collectivités locales, évidemment, elles interviennent sur des sujets et des sujets pratico-pratiques sur lesquels nous devons répondre directement à nos concitoyens, mais il ne faut pas oublier l'État. Et je pense que là, dans ce sujet-là, on a quand même eu un petit raté sur l'État que nous avons dû pallier, nous, au niveau territorial. Madame Hamel, vous êtes une ancienne infirmière, donc c'est votre domaine, la santé. Comment vous jugez la pandémie, la crise sanitaire? Comment ça s'est passé dans le département de l'Orne, selon vous? Je suis que d'accord avec Frédéric Léveillé, parce qu'effectivement, il y a un gros souci. Cette crise, elle s'est développée sur un terrain médical fragilisé depuis on a bien vu dans le pays en entier, nombreuses années. Donc, le monde de la santé est en crise, c'est clair. Le département n'a pas échappé au problème. Comment faire? Nous, je pense que le département a fait ce qui était possible de faire. Les collectivités territoriales ont avancé sur le terrain aussi, avec les moyens qu'ils avaient, et se substituer à l'État et à la défaillance de l'État, je pense que c'est un réel problème, et que ce problème-là va être à analyser pour la suite, parce que cette sortie de crise, effectivement, nous amène à nous interroger sur la raison de cette crise et les moyens qu'on a au niveau du département, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, c'est comment le département peut survivre a pu survivre à cette pandémie et comment on peut rebondir par rapport à ça. J'ai travaillé en EHPAD, la douleur des EHPAD est énorme parce que effectivement ça a été les personnes qui ont souffert le plus. Il y a des directeurs d'EHPAD qui disent j'avais l'impression de diriger une prison. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On n'était plus dans un lieu de vie, on était dans un lieu d'enfermement, mais d'enfermement dramatique parce que les populations âgées, ce sont des gens qui ont besoin pour une fin de vie, parce qu'on est là, on n'est pas dans un mouroir, on est pour accompagner les gens sur leur fin de vie d'une manière la plus sereine possible. Et là, ils se sont trouvés perdus, isolés, avec du personnel aussi en grosse difficulté, parce qu'il faut se rappeler le nombre de soignants qui ont été atteints par la Covid, énormément, que ce soit à l'hôpital de C, mais dans les EHPAD d'une manière générale. Et ça, c'est un réel problème. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser aussi sur l'après, comment doit être pris en charge l'accompagnement des personnes âgées. Président de Ballor, vous m'interrompez, vous me contredisez si je me trompe, mais des dépenses d'investissement pour les solidarités, et par exemple la réhabilitation des EHPAD, à 2,5 millions d'euros, est-ce que c'est assez dans un budget départemental? C'est assez, au regard de ce qui vient d'être dit, sans doute pas assez. Sans doute pas assez, d'ailleurs, dans les années qui viennent, dans le prochain mandat en particulier, le département va lancer un investissement fort, peut-être encore plus fort que ce qu'il a fait jusqu'à présent au niveau des EHPAD. On a fait des choses intéressantes, me semble-t-il, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que les EHPAD, les établissements qui reçoivent nos aînés, soient de meilleure qualité, peut-être même plus respectueuses de l'environnement, avec des consommations de fluides moins fortes que celles que l'on rencontre actuellement. Il y a des choses importantes à faire. Il y a des structures nouvelles également à inventer pour accueillir également les aidants. C'est un sujet important. Mais je voudrais revenir sur
l'état de l'hôpital en France. Vous savez qu'au niveau du département, pendant cette crise Covid, on a été obligé d'acheter 500 oxymètres. Les oxymètres, vous savez, c'est ces petites machines qu'on met au bout du doigt d'un malade pour mesurer son taux d'oxygène. Il n'y en avait plus en France, on les a achetés à l'étranger et on les a mis à disposition, notamment des EHPAD et des professions libérales qui en avaient terriblement besoin. Alors, je vais être intraitable sur les temps de parole. Attention, il ne faut pas parler trop. Madame Goer, cette crise sanitaire, comment vous pensez qu'elle a été gérée? Je viendrai vous voir après, Monsieur Boucher, parce que j'ai une question à vous poser aussi. Comment vous pensez qu'elle a été gérée? Est-ce qu'elle a été bien gérée et comment est-ce qu'on peut en sortir? Eh bien, nous sortons d'une situation de crise qui, à l'évidence, à laquelle, à l'évidence, ni l'État ni les collectivités territoriales n'étaient préparés. Il y a eu beaucoup de manqués. En témoigne la confusion qui régnait au début au sujet des masques. Et il y a plusieurs enjeux qui sortent de cette question. Donc évidemment la question des aides sociales, mais aussi la question de la santé, comme on l'a dit. Et dans l'Orne, nous pâtissons d'un manque cruel de médecins. Il y a souvent de désert médical. Oui, exactement. Il y a un médecin pour 1800 habitants. Des maisons de santé où le Conseil de l'Ordre dit que le département ne travaille pas assez avec eux. Et que c'est compliqué d'arriver à attirer des généralistes dans le département. Voilà. Et lors de la crise, il était très compliqué de pouvoir consulter un médecin. Alors nous avons réfléchi à ce que nous pourrions proposer pour résoudre ce problème. Et nous pensons qu'il faut rendre attractif le département et financer des prêts étudiants pour les étudiants en médecine, pas forcément pour les étudiants issus de l'Orne, mais aussi les étudiants issus d'autres départements, qu'ils rembourseraient en années passées dans le département. Exactement. Ça n'a pas marché. Oui, c'est compliqué à mettre en place, je crois. Monsieur Boucher, l'État défaillant, ça c'est un pavé dans votre mare de La République En Marche. Est-ce que vous confirmez l'État est défaillant sur ce problème de la pandémie, y compris dans le département de l'Orne? Alors juste avant de parler de l'État, je voudrais juste rappeler qu'il y a eu 350 morts dans l'Orne et avoir peut-être un petit mot de compassion pour les familles. C'est des vies brisées, pas que dans l'Orne, c'est des vies brisées à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête en premier lieu avant de commencer à incriminer l'État. La polémique sur les pôles de santé, elle est réelle. Hein. Monsieur Gall, qui est le président du Conseil de l'Ordre, dit que l'Orne fait du bidouillage, l'Orne fait du cafouillage. Pour moi, la crise sanitaire dans l'Orne, puisqu'on parle du département aujourd'hui et du conseil départemental, c'est effectivement, elle a été le révélateur d'un grand cafouillage monstrueux qu'on voit comme ça à longueur de mois. Elle a été aussi le révélateur d'un cafouillage qu'on a vu aussi sur le plan économique, monsieur. Heureusement que Bruno Le Maire et Édouard Philippe ont géré la crise économique en France, parce que si vous aviez dû gérer la crise économique comme vous l'avez gérée dans l'Orne avec Orne Rebond, oui, bien sûr que c'est leur compétence. Oui, Orne Rebond, ça n'est pas votre compétence. Ce n'est pas la compétence du département. Orne Rebond, c'est un dispositif. Orne Rebond, c'est un dispositif à destination des entreprises qui a été invalidé par la justice, et plusieurs fois en fait. Et donc, au lieu de faire comme la Manche, la Mayenne, qui sont des départements qui ont proposé un dispositif à leurs entreprises et à leurs entrepreneurs et qui les ont accompagnés sur leurs compétences, vous vous êtes mis dans l'illégalité. Pour moi, c'est ça, la crise sanitaire, le révélateur d'un grand cafouillage général. Merci, Monsieur Boucher. Monsieur Ristic, juste un mot, il n'a pas parlé encore, s'il vous plaît, Monsieur De Balleur. Monsieur Ristic, comment on a géré cette crise, selon vous? Alors, je ne sais pas comment on a géré. Est-ce qu'il ne faut pas remettre de l'humain un peu dans le médical et dans le monde de la santé? L'OMS nous a prévenu, des crises sanitaires, il y en aura d'autres. Donc ça, on fera face à nouveau à ce genre d'événement. Or, les grands oubliés, parce que la personne en a parlé autour de la table, vous avez cité les chiffres du manque de jeunesse dans le département, des jeunes qui fuient, la population qui vieillit. Or, personne n'a parlé des jeunes. Donc, les problèmes de santé, c'est aussi des problèmes sanitaires. On se souvient tous de la queue des étudiants qui étaient auprès des banques alimentaires, des problèmes de suivi psychiatrique des étudiants qui se retrouvaient enfermés, à ne pas pouvoir aller travailler, enfin à ne pas pouvoir étudier là où ils sont. Et en fait, je constate qu'ici, autour de la table, personne ne parle des jeunes. Or, c'est ça c'est
seulement eux qui pourront relever de département et être un peu une force constructive pour la suite. Comment on fait alors pour que le solde migratoire du département il soit plus négatif et que les gens reviennent dans l'Orne au lieu d'en partir? Déjà, on fait des plans d'aide à l'enfance un peu massifs, on doit les sanctuariser. Au niveau du tissu associatif, parce que dans les zones rurales, l'État ne peut pas être présent partout. Et dans les zones rurales, c'est souvent des associations qui essayent de suppléer, d'accompagner. Or, tout le tissu associatif était complètement massacré par cette pandémie. Et ils sont souvent la deuxième courroie de l'État et de l'aide territoriale. Or, voilà, eux aussi, eux n'ont pas pu faire mission. Christophe de Balleure, une réponse rapide en 30 secondes, puis après on change de thème. Non, je voulais dire que c'est quand même formidable d'entendre quelqu'un qui défend l'État avec autant de véhémence et qui reproche aux collectivités la cacophonie. La cacophonie, elle monte d'en haut. Je veux dire, sur le terrain, on a dû gérer au quotidien et de façon absolument incroyable, avec une agilité, une réactivité extraordinaire, les problèmes qui ont été générés sur le département de l'Orne. Je rappelais que, si je comprends bien les interventions de La République En Marche un instant dans le département de l'Orne, ils sont contre les 4000 aides que nous avons pu apporter aux chefs d'entreprise. Il faut que les chefs d'entreprise de l'Orne s'en souviennent que si c'était M. Boucher qui était aux affaires, il n'aurait jamais amené un centime d'aide par le biais du département auprès de ces 4000 entreprises. C'est tout ce que je veux rajouter. Monsieur. Je l'aurais fait dans la légalité, comme l'a fait la Manche et la Mayenne. Mais on l'a versé dans toute l'égalité. D'ailleurs, le contrôle de l'égalité a complètement validé notre 4000 aides. La justice Toutes a les annulé le entreprises ont pu être monsieur. honorées. La justice a annulé le dispositif. On en vient au deuxième thème, si vous le voulez bien. On passe au numérique. Un grand plan numérique a été lancé dans le département en 2018, avec un objectif très ambitieux, c'est que 5 ans plus tard, donc en 2023, tout le département, tout le territoire soit fibré. En mars dernier, Fabienne Dulac, la numéro 2 d'Orange France, est venue dans le département de l'Orne, où un tiers, à peu près 30% du département est fibré, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut employer ce nouveau néologisme. Vous souhaitez dans un an, à peu près 12 mois à 18 mois, avoir la moitié du département qui sera fibré, 50%. Et donc, l'ambition, c'est en 2023 que tout le monde soit fibré. Est-ce que ça n'est pas aussi un moyen de continuer à développer l'attractivité de l'Orne? On sait que c'est un département qui attire beaucoup les franciliens. Des franciliens qui pourraient se dire, tiens, il y a du réseau, il y a de l'Internet, plutôt que de travailler 5 jours à Paris, est-ce que je ne pourrais pas venir faire du télétravail un peu dans l'Orne et aller travailler 15 jours ou 2 à Paris, voire plus du tout, et rester dans l'Orne? Frédéric Léveillé, ça vous évoque quoi, cette attractivité numérique du département? D'abord, l'attractivité numérique, elle ne peut pas être toute seule à répondre. C'est un des éléments qui est un des éléments importants aujourd'hui, puisqu'on le sait bien, quand les personnes veulent venir habiter dans nos territoires, ils commencent par demander s'il y a de la fibre. Mais ce qu'ils demandent aussi, c'est avoir des logements qui soient des logements décents et de qualité et qui, énergétiquement, sont des logements, là aussi, qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. Et puis, c'est aussi des voies de communication et... on a la chance dans ce département d'avoir le train. Alors ça dépend des territoires, mais moi à Argentan évidemment, on est sur un croisement ferroviaire entre Paris-Grandville et le Cantour. Très important ces voies de chemin de fer qui permettent justement de pouvoir à la fois travailler ailleurs ou venir d'ailleurs et pouvoir venir s'installer sur nos territoires. Sur les régionales, là, sur le ferroviaire. Hein, oui, mais pas seulement, parce que c'est des sujets qui sont des sujets du quotidien pour les gens. Tout à fait. Et c'est de la proximité. Le département, c'est de la proximité. Et cette proximité, elle est à la fois sur la fibre, à la fois sur les moyens de déplacement et à la fois sur le logement, y compris le logement de qualité. Et pour revenir au débat précédent, le logement de qualité à la fois énergétique et aussi capable de pouvoir permettre à des gens âgés de rester dans leur logement. Parce que c'est bien de mettre de l'argent sur les EHPAD, mais l'objectif c'est aussi de les faire rester le plus longtemps possible chez eux parce que c'est beaucoup mieux. Avec l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, ça c'est un de vos grands chevals de bataille? L'APA, c'est une situation départementale assez particulière, c'est-à-dire que les Ornaises et les Ornais ne sont pas traités comme les autres. C'est-à-dire que le département a fait un choix qui était de faire payer les Ornaises et les Ornais 1,50 € de l'heure jusqu'à 50 heures par semaine, c'est-à-dire quasi 75 € par mois. Et c'est une situation qui est inégalitaire. C'est-à-dire que les Françaises et les Français, dans beaucoup de départements, ils ne sont pas dans cette situation-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, il y ait un retour à cette égalité et que ça permette aussi de favoriser les plans, parce que quand les plans évoluent, on le sait bien, en général, ils ne sont pas plutôt à la baisse, mais plutôt à l'augmentation. Donc c'est très important. Un budget pour l'aménagement numérique de 13,5 millions d'euros, grosso modo, dans le département, ça vous paraît suffisant ou Vous savez, dans ces cas-là, on peut faire des arguties sur les budgets, c'est jamais suffisant. Mais en même temps, on sait aussi qu'il y a des engagements qui sont pris sur des territoires.
Alors là encore, hein, moi je parle davantage de ce que je connais sur le mien de territoire, le territoire argentanais, où on a ce qu'on appelle une plaque FTTH, alors c'est plein de gros mots, hein, c'est la fibre à l'habitant si on peut dire ça comme ça, et avec des engagements, y compris des engagements du porteur de projet qui, y compris quand il prend du retard, il paye. Et donc ça va assez vite, ça se développe pas très mal. Et c'est vrai que quand on regarde bien, quand il est tout seul et qu'il n'a pas d'engagement, ça va peut-être moins vite. Il y a des villes aujourd'hui qui en paient le prix. Martine Hamel, est-ce que le développement et l'avenir de l'Orne, il passe par le numérique? Il peut passer par le numérique, mais pas seulement. Parce que moi, je me souviens, comme je ne suis pas toute jeune, je me souviens d'il y a quelques années, l'autoroute qui allait désenclaver le territoire. Il n'y a pas que ça. Il y a tout un phénomène autour qu'il va falloir gérer et améliorer. Il y a Pierre Istig qui parlait des jeunes. Effectivement, il y a des jeunes, il y a des nouveaux habitants qui arrivent dans le département pour des raisons qu'on peut imaginer, qu'on peut évaluer. Le numérique fait sûrement partie de l'attractivité du territoire, mais pas que. Il y a aussi toute la problématique des territoires ruraux, parce que ces gens viennent s'installer aussi dans des territoires ruraux. Donc on a parlé de la santé, mais c'est aussi l'école, c'est aussi les moyens de transport, etc. C'est un tout. Je pense qu'il ne faudra pas, seulement parler du numérique. Et le point important, c'est que le numérique, c'est aussi un gros mot, l'électronisme, c'est-à-dire la fracture numérique, c'est-à-dire 17% de la population qui n'est pas en accès. Et puis les périodes de confinement a fait aussi qu'on a eu la scolarité qui a été perturbée dans certaines familles. Mais est-ce que ce n'est pas une chance pour le département, justement, le numérique? Essayer de lutter contre les zones blanches, c'est important aussi, ça. Oui, évidemment, il faut lutter contre les zones blanches. Et je rebondis sur ce que vous dites sur la fracture numérique. La fracture numérique révèle d'abord une fracture de la ruralité. Il faudrait rééquilibrer, opérer un rééquilibrage au profit de des ruralités qui bénéficient le moins souvent des services publics. Allez-y, alors comment développer? Alors, notamment en proposant les services publics qui sillonneraient la ruralité au moyen de bus pour aller à la rencontre des personnes qui ont du mal, justement, on parlait du transport, qui ne peuvent pas rejoindre les grandes villes pour faire leur démarche, notamment. Pierre Istig, vous êtes consultant numérique indépendant, donc ça vous parle, cet ordre numérique. Est-ce que c'est l'avenir du département? Ça me parle que ce soit un avenir, ça c'est certain. Moi, quand je suis venu il y a 11 ans m'installer, j'avais une connexion à 6 mégas, ça ne m'a pas empêché de m'installer. En revanche, j'invite tout le monde à s'interroger sur ce qu'on veut comme activité dans l'Orne. Si c'est un moyen d'élargir la banlieue parisienne pour que des résidences secondaires poussent sur notre territoire. Non, mais c'est peut-être un moyen de rétablir un solde migratoire positif. Bien sûr, mais encore une fois, ce solde migratoire, on ne le constate pas actuellement dans les écoles. La population, elle n'a pas... Pour voir vos fiches. En tout cas, moi là où je suis, je ne vois que de l'activité... Il ne faut pas généraliser alors. Et par contre, ce que je constate, c'est que la primo-accession dans l'Orne, maintenant, est devenue quasi impossible pour des gens qui ont un budget de 100 000 euros. C'est-à-dire que là, la hausse immobilière est telle que les plus nécessiteux ne peuvent encore plus difficilement accéder. Donc j'interroge vraiment sur ce qu'on veut comme activité. Évidemment, le numérique est un outil. Le numérique n'est pas l'outil unique, c'est un accompagnement. Et comme dit Martine Hamel, il s'agit aussi de suivre les plus faibles, ceux qui n'ont pas accès à... C'est pas parce que vous avez un vélo que vous savez pédaler. Et il vous faut pour ça des routes en sécurité, il vous faut un apprentissage. Et évidemment, il vous faut des services publics décents. Eh bien voilà un enchaînement presque parfait avec le thème suivant, le développement durable. Quelle est la place de l'Orne dans ce dossier? Nicolas Boucher, la gestion de la crise climatique, les initiatives écologiques dans un département qui est encore assez rural. Est-ce qu'elles sont suffisantes, ces initiatives, ou est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes? Comme pour le reste et comme pour la fibre, il faut avoir des objectifs globaux. C'est-à-dire que pour la fibre, effectivement, vous l'avez rappelé, 30% des foyers ornais sont fibrés. C'est le bilan aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est le département normand le moins fibré de Normandie. Alors les promesses pour demain n'engagent que ceux qui y croient. On verra quand le département sera fibré, avec toutes les fibres qu'il faudra passer en aérien. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Sur les que vous êtes contre. Mais bien sûr que non. Il faut avoir un discours clair. Je suis ultra pour. Ah bon, vous auriez dû le faire avant, en fait, il y a bien longtemps. C'est un oiseau de mauvais augure. Vous auriez dû le faire il y a bien longtemps. On n'aurait pas perdu autant de temps en termes d'attractivité. C'est l'arrivée qui compte. Et pour revenir à votre question sur l'écologie et le développement durable,
On pourrait proposer, il y a plein de projets à proposer qui sont dans l'écologie du quotidien. Le département, ça doit être ça, l'écologie du quotidien. L'État est là pour tracer de grandes directions, de grands objectifs à 20 ou 30 ans, et le département, lui, doit agir dans l'écologie du quotidien. Je peux prendre quelques exemples. Un premier exemple sur, par exemple, créer des contrats alimentaires territoriaux. Les contrats alimentaires territoriaux, ça se fait dans d'autres départements, et sont simplement des contrats qui lient... oui, sur les intercos peut-être, mais pas à l'échelle du département, monsieur. Non, justement. Voilà. Et c'est pas fait, ça c'est pas se la bonne fait. échelle. Si, C'est pas les la bonne Alpes-Maritimes l'ont fait à l'échelle du département. mais c'est pas la bonne échelle. Je vous invite à aller regarder. Merci, Monsieur Boucher. Madame Goer, vous défendiez un peu la ruralité tout à l'heure. Comment vous vous situez dans cette ruralité de l'Orne et ce développement durable et la gestion de la crise climatique? Alors, j'ai été contactée à de nombreuses reprises par différentes associations au sujet des éoliennes. Les personnes sont extrêmement préoccupées par les projets d'installation de nouvelles éoliennes. Il faut savoir qu'il s'agit d'une énergie qui est intermittente, coûteuse, qu'il s'agit de 800 tonnes de béton qui sont déversées dans le sol, et les personnes, les Ornais, les Ornaises sont préoccupés par la défiguration du paysage, par la pollution sonore que ça pourrait provoquer près de leurs habitations. Et on m'a aussi dit que peu de candidats et peu d'élus n'avaient osé signer leur charte. Président de Ballor, vous souhaitiez intervenir sur ce thème du développement durable et de la crise climatique? Alors, vous ne m'avez pas interrogé sur la fibre optique, j'ai un peu regretté. Rapidement. Rapidement, d'accord. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous arriverez à fibrer tout le territoire en 2023? La question elle va être directe, réponse directe. Je crois que M. Léveillé a bien répondu tout à l'heure. L'opérateur qui a remporté donc, le marché à l'échelle du département est contraint avec un calendrier qui est fourni, qui est dans le cahier des charges, si vous voulez, et qui, si jamais il ne le respecte pas, peut lui coûter extrêmement cher. Donc, j'espère bien, effectivement, que malgré le Covid, qui a quand même perturbé les choses, il faut bien le reconnaître, on avance bien et que, voilà, j'espère franchement, voilà. Public, le calendrier de déploiement. Non, mais c'est fin 2023 pour tout le monde. Non, mais comment, je ne peux pas vous expliquer parce que je n'ai territoire pas assez de temps pour vous expliquer comment se passe le déploiement de la fibre optique, si vous voulez. Mais en fait, c'est quelque chose qui se déroule, si vous voulez, à l'échelle du département. Et donc, en gros, l'ensemble du département doit être fibré pour fin 2023. Je veux revenir sur les usages. C'est extrêmement important. Non. Vous ne pouvez pas, on n'a plus le temps. Désolé. En revanche, je voudrais, avant la fin de ce débat, c'est une séquence qu'on pourrait appeler « Moi président », en référence à François Hollande et Nicolas Sarkozy. On va faire l'ordre alphabétique là aussi. Si vous êtes élu, si vous êtes conseiller départemental ou conseillère départementale, quel genre de conseiller ou de conseillère serez-vous? Vous avez en gros 1 minute pour répondre. Monsieur Boucher, on commence par vous. Changer de méthode, tout simplement, changer de méthode. Aller vers un département qui, au lieu de tout rater toutes les échéances, construise pour l'avenir, construise en regardant le futur avec des objectifs et des vrais projets innovants et structurants pour l'avenir. Je ne les vois pas, moi, les projets structurants et innovants pour l'avenir de l'Orne. Et je trouve ça un peu dommage. Merci, Monsieur Boucher. Monsieur de Ballor, si vous êtes réélu, quelle sera votre ligne de conduite et votre cap pour les 7 ans à venir? Un département qui, justement, est dans l'innovation et dans l'action, comme nous l'avons été sur la fibre optique, avec un financement absolument extraordinaire pour les départements de l'Orne, comme nous l'avons été sur la médecine également. Un département qui répond aux attentes de sa population, innovant, voilà, proche des gens, qui répond à leurs préoccupations et qui construit l'avenir avec eux. Merci, Monsieur de Ballor. Madame Goer, quel genre de conseillère départementale serez-vous? Je voudrais ajouter 2 choses. Tout d'abord, j'aimerais parler de la jeunesse et notamment des collèges. Le taux de réussite au brevet des collèges de l'Orne est inférieur à la moyenne nationale, c'est pour ça. Et bien, il faut maintenir le cap et miser sur la jeunesse, notamment nous voyons que les enfants manquent de méthodes pour travailler. Eh bien, nous proposons des tutorats rémunérés pour les collégiens, également de l'aide aux devoirs qui serait fait par
par exemple des professeurs retraités bénévoles. Et pour terminer, j'aimerais parler du sujet des mineurs isolés qui coûtent très très cher au département. Voilà, à tous les départements. Hein. Et exactement, en moyenne 40 000 euros par an par personne. Et ça se fait en moyenne, et ça se fait au détriment des personnes qui sont dans le besoin. Et il s'agit de justice. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et ce n'est pas malheureusement au département de payer pour ça. Merci Madame Goher. Madame Hamel, c'est à vous. Quel genre de conseillère départementale serez-vous? Eh bien voilà une conseillère qui sera tournée vers la démocratie locale. Très bien. C'est-à-dire proposer par exemple un territoire zéro chômeur de longue durée à partir de ce qu'on a dit, un plan alimentaire. Il y a des besoins alimentaires. Il n'est pas normal que les pauvres actuellement ne puissent pas avoir accès à l'alimentation bio, par exemple. Donc au niveau des collectivités, définir ce projet et puis d'autres. Et puis les filières bois. Il y a Ouest France qui a fait sa une aujourd'hui. Et puis la filière chanvre qui est en attente. On salue nos confrères de Ouest France, Madame Hamel. Merci pour eux. Monsieur Léveillé, c'est à vous. Quel genre de conseiller départemental serez-vous ou continuerez-vous d'être? Voilà, mais trois priorités. Alors, comme vous ne m'avez pas interrogé sur le développement durable, le premier point, c'est le mix énergétique. Et c'est très important, et le président du département le sait, il y a une vraie stratégie à construire pour avoir un vrai mix énergétique sur le département. C'est essentiel, et on en a les capacités, et surtout, on en a les ressources dans le département. Deuxième priorité, l'aide aux petites communes. Il y a aujourd'hui des dispositifs, Petite Ville de demain, revitalisation de centre-bourg. Eh bien, il faut que nous ayons des aides vraiment ciblées sur les petites communes qui ont des projets et qui ont souvent des petits budgets. Ça s'appelle de la solidarité territoriale. C'est une compétence du département. Et enfin, une vraie égalité sur l'APA. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est de la solidarité sociale, l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, très importante, et dont les dossiers doivent d'ailleurs être traités beaucoup plus rapidement qu'ils ne sont. On ne peut pas attendre 4 mois pour bénéficier de l'APA, comme on ne peut pas attendre 8 mois pour bénéficier de la prestation compensatoire du handicap quand on en a besoin, c'est maintenant. Ça s'appelle de la solidarité sociale, et c'est des compétences du département. Merci Monsieur Léveillé. Le mot de la fin pour vous, Monsieur Ristic. Quel genre de conseiller départemental serez-vous à l'Aigle si vous êtes élu? Alors, 2 axes. Déjà, je voterai pour le RSA jeunes, parce que c'est inadmissible que les jeunes ne puissent pas avoir bénéficier des mêmes aides que au-dessus de 25 ans. Et d'autre part, je voterai pour que tout projet soutenu par le département ait des conditions de respect écologique et d'empreinte environnementale. Il n'est pas normal que l'on aide des projets sans savoir ce qui sont impactants, parce que je signale à tous les futurs élus qu'on a un objectif de neutralité carbone en 2050 et que ça ne va pas se faire en claquant des doigts ou en construisant des méthaniseurs ou même éoliennes d'ailleurs. Merci Monsieur Ristic. Un point de passage obligé, je vous en parlais à tous en début d'émission ainsi qu'aux téléspectateurs. Nous allons maintenant présenter l'ensemble des candidats qui se présentent sur les cantons où vous aussi vous êtes candidat. Sont candidats sur le canton de l'Aigle, Isabelle Clouchet et Pierre Ristic, respectivement d'Hiver Gauche et Europe Écologie Les Verts. Ils seront opposés au binôme des Républicains, Véronique Louwagie et Philippe Van Horn. Face à eux, les candidats du Rassemblement national, Ingrid Orelbeck et Gérard Latinier. À Alençon 1, Nicolas Fourreau pour la France Insoumise et Marie-Noëlle Vontron du Parti communiste français se confronteront à 3 autres binômes, à savoir Nicolas Boucher et Annie Burban pour La République En Marche, Patricia Boinard et Philippe Drillon pour les Républicains et les socialistes Vanessa Bournel et Joachim Pueyo. À Alençon 2, 4 binômes pour ce premier tour. Gérard Lurson et Fabienne Mauger sont candidats d'Hiver Gauche. Sébastien Marchal d'Hiver Droite fait équipe avec Christine Roimier de l'UDI. Martine Hamel, la France Insoumise, est avec le communiste François Tolleau. Enfin, Roland Bédoué et Françoise Conny sont candidats pour le Rassemblement national. À Argentan 1, c'est un duel à gauche avec le tandem Brigitte Gassot d'Hiver Gauche et le socialiste Frédéric Léveillé face à Georges Becher de la France Insoumise avec Annie Denol du Parti communiste français. Sur le canton des Couves, pas de rivaux déclarés face à Christophe de Ballor, les Républicains, et Béatrice Métayer d'Hiver Droite. Et enfin, à C, Jocelyne Benoît et Claude Duval, candidats d'Hiver Gauche, seront opposés à Caroline Collignon et Mostefa Machi, candidats d'Hiver Centre, et à Jean-Baptiste Dominguez et Claire-Emmanuel Goher pour le Rassemblement national.
Voilà donc pour cette présentation de l'ensemble des candidats sur les 6 cantons où vous aussi vous êtes candidat ou candidate. On en arrive à la fin de cette émission et à la fin de ce débat sur les départementales dans l'Orne pour les scrutins des 20 et 27 juin prochains. Merci à vous 6 d'avoir participé. Merci Monsieur Boucher, Monsieur de Ballor, Madame Goher, Madame Hamel, Monsieur Léveillé et Monsieur Ristic. Bon courage à vous pour les scrutins des 20 et 27 juin. Parce que je rappelle, Monsieur de Ballor, que vous n'êtes pas forcément élu le 20. C'est pas parce qu'il y a qu'un binôme. Mais je ne veux pas vous porter malchance, hein, mais bon, on verra bien. Un quart des inscrits, il faudra pour passer au premier tour que ce soit ce que vous réalisiez. France 3 Normandie est bien sûr la chaîne des élections départementales. Après l'Eure, la Manche, la Seine-Maritime, il y a quelques dizaines de minutes, et puis donc ce soir l'Orne. Prochain débat et dernier débat des départementales, ce sera mercredi soir avec le département du Calvados présenté par Guénaël Louis. Merci à vous de nous avoir suivis si tard. Bonne soirée et rendez-vous bientôt sur France 3. Au revoir.